Bonsoir à tous et merci d'être fidèles au programme de ITV. Bienvenue dans votre journal. Nous sommes mardi et dans l'actualité de ce soir. Tension foncière chez les militaires résidents de la cité Terme Sud à Ouakam. 12 ans de discorde, cela suffit. Le collectif des habitants se révolte contre la coopérative militaire. La crise sanitaire mondiale, un test grandeur nature pour le secteur hôtelier. L'après-Covid-19 s'annonce tendu pour le Sénégal qui doit combler un vide d'au moins 10 milliards de francs CFA. L'État a remis 4 milliards aux hôtels réquisitionnés dans la riposte, mais les acteurs continuent d'évaluer les pertes. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire du décès de Serigne Abdoulaziz Sy Al Amine. Il y a 3 ans, les Tidjanes perdaient le khalife général. Dans ce journal, l'un de ses fils, Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Amine, nous parlera de l'homme. Et enfin, en Gambie, le Parlement a rejeté le projet de nouvelle constitution. Et tout de suite, le développement de tous ces titres. Le contentieux foncier dure depuis 12 ans à Ouakam, Terme Sud. Des militaires à la retraite accusent d'autres militaires en fonction de spoliation foncière. Les résidents de la cité Terme Sud désavouent la coopérative militaire Abdourahmane Limafalfal sur place. Les membres du collectif des habitants du Terme Sud à Ouakam disent en avoir assez. Pour eux, la situation n'a que trop duré. 12 ans de contentieux foncier qui, à leurs yeux, n'a pas sa raison d'être. Nous sommes des militaires en activité ou à la retraite qui occupons un terrain privé de l'État. Au moment du morcellement, l'État a pris toutes les dispositions pour réserver nos droits. Il se trouve qu'il y a une poignée d'officiers supérieurs de l'armée qui ont instruit la coopérative militaire de construction pour nous traîner en justice, nous spolier, juste aux fins de s'accaparer des terres, de les vendre et se faire de l'argent. Une affaire militaire-militaire. 79 familles réunies autour de ce collectif comptent faire face à la coopérative militaire de construction pour qu'elle n'atteigne pas son objectif, s'accaparer de leurs terres, selon les membres du collectif. Nous lançons un appel pressant, urgent au président de la République et à toutes les autorités de l'État pour que cette situation cesse. Simplement parce que la coopérative militaire de construction en question, vous avez vu en face, elle a été attributaire d'une parcelle de terrain équivalent à 123 308 mètres carrés en 1993. Parcelle qui lui a été commuée en titre foncier. Donc c'est une entité à caractère civil qui n'a même plus le droit de se prononcer sur le dit terrain. Pourquoi cette coopérative a été utilisée pour venir nous persécuter? Ce dossier était sur la table du procureur. Ils ont fait des pieds et des mains, mais de prime abord, la justice telle qu'on la connaît les a déboutés et avait même demandé à ce que cette coopérative militaire de construction-là soit radiée du livre foncier concernant ce contentieux, parce qu'elle ne peut pas avoir double emploi. Leur souhait est que le procureur s'en ressaisisse. Ils exigent la lumière sur cette affaire. Les responsables de ce qu'ils appellent une spoliation foncière doivent payer, insiste-t-il. Le gouvernement sénégalais a remis 4 milliards de francs CFA à tous ces hôtels qui ont été réquisitionnés pour héberger des patients de la Covid-19. L'annonce a été faite par Mamadou Racine Sy, président de la Fédération des organisations patronales de l'industrie touristique du Sénégal. En réunion aujourd'hui, les acteurs continuent d'évaluer les pertes qui sont actuellement estimées à au moins 10 milliards de francs CFA. Et voici le compte-rendu de Adam Assar. La Fédération des organisations patronales de l'industrie touristique du Sénégal monte au créneau. Le secteur est touché de plein fouet par la Covid-19. Le président Macky Sall, qui, dès l'annonce de cette pandémie, a demandé à ce que notre secteur, qui est celui du tourisme, qui était très lourdement impacté, puisse faire l'objet de mesures rapides pour permettre purement et simplement sa survie.
Parce que je peux vous dire devant mes collègues présidents Mamadou Sow et MSN que sans le crédit hôtelier, aujourd'hui, je pense qu'on ne parlerait plus de tourisme au Sénégal. Ça a permis d'aider plus de 1300 entreprises. Cependant, grâce à l'appui du chef de l'État à travers le crédit hôtelier, la situation s'est améliorée selon le président de la FOPIT. La saison touristique 2020-2021 est considérée par les professionnels comme perdue. Nous ne pourrons jamais rattraper, encore une fois, le temps que nous avons perdu. Nous ne pourrons jamais rattraper le chiffre d'affaires que nous avons perdu, et ce chiffre a des centaines de milliards. Vous avez vu tout à l'heure certains de nos collègues qui ont parlé, ils ont perdu, pour certains d'entre eux, facilement 9 à 10 milliards, n'est-ce pas, par exploitation. Le ministre de la Santé a déboursé 4 milliards de francs CFA pour payer les hôtels. Ils étaient réquisitionnés pour héberger des personnes atteintes de coronavirus. Nous avons été reçus la semaine dernière, successivement par le ministre de l'économie et des finances, Abdoulaye Daouda Diallo, qui nous a prêté une oreille attentive, puis reçu le même jour par le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, qui a été aussi d'une totale transparence par rapport à ce problème. Effectivement, je peux confirmer que 4 milliards ont été payés aux réceptifs hôteliers, n'est-ce pas, et qu'il reste 3 milliards 700 millions à payer et qui ont été transmis au ministère de l'économie et des finances pour règlement. À l'instar des autres secteurs d'activité, le tourisme est fortement impacté par la pandémie de Covid-19. Aujourd'hui, la saison touristique 2020-2021 est déclarée morte par les professionnels du tourisme. Merci Adam Ansar. 114 familles à Bargny sont touchées par l'érosion côtière. La commune vient de créer une brigade verte pour lutter justement contre le phénomène. Le maire annonce que ces familles vont être relogées. Les précisions de Gayabou Ahmed Sek, recueillies par Babacar Sek. Cette campagne-ci que nous menons concernera 1300 à 1400 arbres. Nous remercions le ministre de l'Environnement de nous avoir accompagnés. L'objectif, c'est 2000 par an. Ça fait 10 000 arbres en 5 ans. Et surtout, la difficulté majeure, ce n'est pas de planter, c'est d'entretenir. Et vous l'avez vu tout à l'heure, il y a 5 agents de la brigade verte qu'on a mis en place, qui a été créée aujourd'hui. Et je profite de l'occasion pour dire aussi qu'on a inauguré la maison de l'environnement et du développement durable ici à Bargny. Son rôle sera triple. D'abord, éducation environnementale dans les écoles avec la création d'espaces verts dans nos écoles d'une part. D'autre part, lutter contre l'érosion côtière en portant le plus important projet de notre mandat, à savoir le relogement des populations impactées par l'avancement de la mer. Nous avons déjà bouclé les études, les appels d'offres de la première phase qui concernent 114 logements sur financement de la Sénélec dans le cadre RSE et une autre partie sur financement de la commune. Ça va se déclencher incessamment. Et je rappelle, comme vous l'avez entendu, la demande qu'on a adressée à l'État pour nous accompagner dans le cadre de la deuxième phase qui consistera à reloger les populations de Minam et le reste des populations de Bargny-Gueye. Tout bas au cœur des préparatifs du Grand Magal prévu ce 6 octobre. Les soldats de l'hygiène se mobilisent pour désinfecter les lieux publics de la ville sainte. Ils contrôlent en même temps la circulation des produits alimentaires sur le marché et pour le moment, au moins 130 éléments des services de l'hygiène ont été mobilisés, nous dit Gourandaklo sur des images de Tchernofaya. Touba vit dans la ferveur du 18 Safar, d'où la balade des autorités dans la capitale du mouridisme qui entendent contribuer au bon déroulement du Grand Magal. À cet effet, les soldats de l'hygiène se mobilisent et déploient les moyens pour venir à bout toute maladie. Le dispositif est composé sur le plan matériel de 2 camions de transport des troupes, de 18 pick-up 4x4, donc d'une trentaine d'atomiseurs motorisés. Autant d'appareils manuels aussi. Pour les hommes, ils sont 100 éléments du service national de l'hygiène, plus une trentaine d'autres comme personnel d'appui et de soutien, les chauffeurs et les autres. À l'approche de la célébration du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, Touba devient du coup la capitale économique, d'où l'engagement des services d'hygiène à renforcer les opérations de contrôle sur le marché. Nous encadrons aussi les grandes cuisines en leur rappelant vraiment les 5 clés de l'OMS qui garantissent vraiment la sécurité sanitaire des aliments. Donc nous contrôlons aussi au niveau des lieux de vente dans les marchés, dans les EFE,
pour s'assurer que les produits qui sont vendus sont des produits de bonne qualité. Parce que souvent, il y a des véreux qui veulent profiter des fois du Magal pour véhiculer des produits périmés ou bien en tout cas des produits impropres à la consommation. Accueilli par le président du comité en charge de la gestion de la grande mosquée, par ailleurs représentant du maire, ce dernier magnifie l'initiative et la démarche des autorités sanitaires. Ils avaient demandé un terrain pour ériger une brigade de services d'hygiène et la mairie a mis à leur disposition ce terrain. Donc il ne reste que la contribution de l'État pour construire cet édifice qui est très important. À Touba, nous lançons un appel au président de la République d'appuyer davantage les services d'hygiène. À Touba, les services d'hygiène doublent la mise et multiplient les opérations de désinfection des lieux publics, mais également le contrôle des aliments mis sur le marché. C'est l'un des titres de ces éditions, 3 ans sous terre, 3 ans auprès de ses pairs. Le 22 septembre 2017, disparaissait Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine alors qu'il était le khalife général des Tidianes. Pape Ibrahima Ndiaye a rencontré un de ses fils, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Amine. Et dans cet entretien, il est revenu sur la vision religieuse, sociale, mais aussi économique de son défunt père. Donc, quand vous avez dit daïre, mais daïre est un caisse, vous avez dit ab serigne momako. Bu len ko jox benn serigne keesu daayira bi ko mom solidarité la. Il était la voix de la famille de Hadji Malick Sy pendant plusieurs années, le confident des khalifes généraux et un éducateur hors pair. Né en 1927 à Tivaouane, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine a été tout au long de son existence un soldat de l'islam. En mars 2017, il devient le khalife général de la confrérie suite au rappel à Dieu d'Al Maktoum. Mais après 6 mois de règne au service de la communauté et du Sénégal, il quitte ce bas monde. La nouvelle aussitôt tombée, les fidèles inconsolables prennent d'assaut la cité religieuse. Mais le défunt khalife général n'a pas attendu d'être au sommet pour défendre les principes de la Tidjaniya. Très tôt, Al Amine a été confronté au khalifa. Son dévouement a fait de lui le bras droit des khalifes généraux. De son père, Serigne Babacar Sy, à Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, sans oublier Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh et Serigne Mansour Sy, témoigne son fils Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy. Ce qui montre que il a eu, et ce qui lui a donné cela, c'est la soumission qu'il a toujours eue, mais aussi le sens de responsabilité que ses frères et ses pères ont toujours reconnu en lui. C'est pourquoi ils lui ont confié cette responsabilité qu'il a assumée depuis Serigne Babacar Sy. Et cette soumission, il disait toujours que si dans ma vie je devenais un patriarche où je n'avais plus d'autorité, je mettrais un bout de bois devant ma maison et à chaque fois que je sors, je lui demande l'autorisation de sortir. Pour dire qu'il croyait fortement, il croyait fermement à la notion d'autorité, à la notion de soumission que le disciple devait avoir vis-à-vis de son sérieux, que le fils devait avoir vis-à-vis de son père ou de ses aînés. Avant, pendant son khalifa, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine n'a cessé de défendre l'unité entre les confréries, les religions, mais l'homme était également engagé au plan social. Donc c'est quelqu'un il était généreux. C'était ça en fait le mot, c'était sa générosité de cœur à reconnaître la valeur des autres, à reconnaître, mais aussi à dire la vérité quand il le fallait. Cette sincérité-là qu'il avait, ça lui a permis peut-être d'avoir tout ce qu'il a eu dans sa vie. Il a joué aussi ce rôle-là en tant que... Au niveau international, il avait eu cette dimension internationale avec la Fédération des associations islamiques du Sénégal qu'il a amené à la Ligue islamique mondiale où il a joué un rôle important dans les grandes instances de la religion musulmane, que ce soit au niveau de la Ligue islamique mondiale, au niveau de l'appel islamique. Le guide religieux saisissait la moindre occasion pour rappeler à l'ordre les jeunes talibés tidjanes et pour les demander d'investir dans l'agriculture.
Effectivement, bon, il aimait tellement l'agriculture que nous-mêmes nous sommes lancés dans l'agriculture en devenant ingénieur agronome parce qu'il voulait quand même qu'un de ses enfants le suive dans cette voie-là. Bon, c'est vrai que j'ai fait autre chose après, mais tout en sachant que nous continuons à l'accompagner dans cette vision qu'il avait, en voulant installer là où il était, que ce soit à Boulel, à Médinassi, dans le Kaffrine, ou bien dans le nord, à Kermamarsar, ou bien dans les zones des Niayes, où partout où il allait, il voulait montrer l'exemple, que les jeunes puissent le prendre comme exemple et travailler, parce qu'aujourd'hui on parle du retour de la terre, il a toujours prôné ce retour à la terre. Parti le 22 septembre 2017 à l'âge de 90 ans, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine a été inhumé à Tivaouane. 3 ans après sa disparition, l'un de ses vœux les plus pieux est en phase d'être réalisé, à savoir poursuivre les travaux de construction de la grande mosquée de Tivaouane. Merci Pape Ibrahima Dia pour cet hommage. Et nous passons à présent au bulletin santé du jour. Coronavirus, la tendance baissière se maintient. 21 nouvelles contaminations sur un total de 853 tests réalisés. 10 de ces nouvelles contaminations sont issues de la transmission communautaire. Aucun cas de décès n'a été enregistré et 163 patients ont été déclarés guéris, mais 23 autres sont toujours dans un état grave. Réouverture des bars et autres restaurants. L'écho n'a pas encore retenti chez certains gérants, notamment à Grand-Yoff. Sur place, l'on s'en réjouit certes, mais la plupart de ces gérants ont dénoncé une mesure discriminatoire et ce dès le départ d'ailleurs. Et voici le reportage de Nancy Diop Diouf avec Souleymane Meng. La réouverture des bars, une nouvelle levée des restrictions, encore loin de la réalité chez les principaux concernés, comme ce barman, au chômage depuis quelques mois. Selon lui, la fermeture de son lieu de travail l'a très touché économiquement. Parce que 3 mois nga tijji 1 mois 3 mois nga tijjiwaat 3 mois nga tëjaat xam nga dafa métti quoi te koo xam ne père de famille la xam nga yor employé yu bëri. Cette réouverture des bars est tardive selon ce propriétaire de bar. Pour lui, les bars ne devaient même pas être fermés car les autres commerces sont réouverts depuis longtemps. Parce que tous les commerces étaient ouverts et nos commerces ont été fermés. C'est la discrimination qui continue ici dans ce pays. Ils l'ont fait tardivement et tout le monde le sait. Pourquoi ils l'ont fait? Pourquoi ils viennent de le faire tout à l'heure, maintenant, alors qu'ils devaient faire ça depuis très longtemps? Habitué des lieux, ce fidèle client magnifie la nouvelle décision de l'État. Parce que les barman, avec la clientèle, étaient épuisés. Donc, les employés ont été mis en chômage technique. Donc, ça ne fait pas l'affaire des bars. Donc, à un moment donné, l'ouverture des bars, ça fait la chance aux employés. C'est une bonne chose. Cet autre client baigne dans la confusion. Pour lui, tout ceci n'a pas de sens. Tantôt c'est ouvert, tantôt c'est fermé. La réouverture, je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien, il n'y a pas de problème. Parce que ça va permettre aux barman de revenir sur leur truc, quoi, sur les habitudes qu'ils avaient, quoi. Les bars... Prends l'exemple des Français. Les Français, quand tu vas au bar, c'est pas pour aller faire la fête, ils vont pour faire une petite consommation. Tu sors, tu vas te divertir, quoi. Tu vas prendre quelque chose et tu retournes chez toi. Mais quand même, moi, je trouve que c'était insensé. Presque toutes les restrictions prises pour barrer la route au coronavirus semblent être abandonnées. Toutefois, les barman et leurs clients interrogés disent que les bars devaient être ouverts depuis longtemps. Et dans l'actualité politique, la réponse de Mamadou Lamine Massali à Ousmane Sonko sur la gestion des inondations. L'ancien libéral invite le leader du PASTEF à agir plus et critiquer moins. Il a prononcé ces mots à Thiès, des mots recueillis par Isidore Alexandre Sen pour ITV. Plusieurs quartiers de Thiès ont été fortement inondés suite aux dernières pluies. J'ai été au chevet des populations pour partager leurs souffrances. C'est pourquoi
j'ai tenu à apporter ma modeste contribution au gouverneur de la région de Thiès pour soulager les sinistrés en remettant ces 10 motopompes au chef de l'exécutif régional. Je ne voudrais pas être comme ces bienfaiteurs qui, au dessein caché, qui remettent directement leurs appuis à leur relais dans les quartiers qui en font un outil de propagande politique pour pomper uniquement les maisons de leurs militants. Qu'est-ce que Ousmane Sonko a concrètement apporté aux sinistrés? Des mots et des mots. Toujours prompt à critiquer. Il n'apporte jamais de solution. Par contre, il profite de la souffrance des sinistrés pour son positionnement politique. Cet homme si aigri, si arrogant, malhonnête, imbu de sa personne, se croit être le centre du monde. Il cherche toujours à déstabiliser et à fragiliser l'opposition. Ousmane Sonko est une plaie dans l'opposition, pour ne pas dire qu'il est la plaie de l'opposition. Quand nous étions au pouvoir, il y avait combien de fois Maître Wade avait déclenché le plan Orsec? Il y a combien de fois? Donc on ne doit pas attendre aujourd'hui pour nous parler de 750 milliards ou 75 milliards et autres. Moi, je vois autrement maintenant la politique. C'est dire la vérité, d'affronter les gens et parler de ce qui est en train de se passer réellement. Et dans le reste de l'actualité, au lendemain de la désignation d'un président de transition au Mali, nos équipes sont allées rencontrer les ressortissants à Dakar. Des réactions de soulagement recueillies par Aïssatou Diak et Moustapha Gueye. Ces Maliens espèrent une transition douce en attendant la mise en place d'un gouvernement démocratique. Regardez. Champ des courses. Un sentiment de joie se lit sur le visage des ressortissants maliens au lendemain de la nomination du nouveau président de transition, Ba Ndao. Nous souhaitons à Dieu que vraiment cela soit une porte de bonheur pour nous tous, pour nous les Maliens, et nous surtout les Africains. Parce que quand un malheur tombe parmi l'un d'entre nous, c'est comme ça tombe par tous. Bon, on dit Alhamdulillah, le nouveau président est venu, on lui souhaite bon vent. Il ajoute que les Maliens n'ont pas le choix et espèrent que ce nouveau président puisse gérer le pays sans problème. Vraiment, on n'a pas le choix. Si c'était nos choix, ça doit être un autre. Mais comme avant d'être un militaire, c'est un Malien d'abord, c'est un citoyen d'abord. Donc il connaît la situation, ils savent ce que les Maliens l'attendent, ils savent très ça. Donc dans ce cas, on lui souhaite de bon sens. En tout cas, moi, j'apprécie qu'il soit parmi les nominés. Le président n'avait pas le choix, les Maliens n'ont pas le choix. La situation était dégradée, donc rien ne peut l'empêcher d'aller. C'est la meilleure façon d'aller, c'était de démissionner. Mais comme il n'a pas voulu ça, mais après, ce qui est arrivé est arrivé. Ce Malien trouve que ce nouveau président maîtrise le Mali et pourra bien gouverner le pays en tant qu'ancien ministre. Je pense qu'il va bien gérer. Il doit connaître le Mali. Il doit très bien connaître le Mali. Il a fait des postes. Il vient de démissionner du poste de ministre de la Défense du régime Ibeka. Donc il doit connaître le Mali. Donc je crois qu'il va bien gérer le Mali. Ça va marcher, Inch'Allah. Inch'Allah. Avec l'aide des autres Maliens, les partis politiques. Après une crise politico-militaire, les ressortissants maliens se réjouissent de la désignation du nouveau président, Ba Ndao. Et l'une des questions d'actualité en Afrique, le troisième mandat ou les troisièmes mandats, un débat qui ne devrait même pas exister selon le journaliste Kadjali Diakité, interrogé par notre reporter Ali Oudjouf, et déclare que les règles juridiques et morales auraient dû être créées. On l'écoute. Ce n'est pas seulement un problème de constitution, mais c'est un problème de gouvernance également. Parce que la plupart du temps, les gens ne font pas beaucoup attention à cela, mais les gens qui sont au pouvoir, ils ont pour préoccupation l'après-pouvoir. Qu'est-ce qui va se passer? En Afrique en général, à quelques rares exceptions, les gens qui quittent le pouvoir
ne se sentent pas en sécurité, ne se sentent pas vraiment, vraiment à l'aise pour vivre dans leur propre pays d'abord. Et c'est des gens qui, s'ils sont battus de façon à partir d'une élection, ils ont tendance à s'exiler dans d'autres pays que de rester chez eux. C'est très rare. Mais il y en a qui n'arrivent même pas à être là. Et ils ont d'autres sorts. Alors, ce qui fait qu'on doit se poser des questions. Pourquoi cela arrive tout le temps? Et donc, c'est dans la gouvernance. Si il est évident que celui qui gouverne, celui qui est au pouvoir, je veux dire, arriver à satisfaire la majeure partie de la population de façon consensuelle sur son mode de gestion du pays, il n'y aurait pas de reproche à lui faire pour que cette personne puisse vivre une autre vie après le pouvoir de façon tranquille, mais chez lui. Parlant toujours de mandat et de présidentiel, le Parlement gambien a rejeté le projet de nouvelle constitution. Les députés étaient en session depuis plus d'une semaine. Sur les 54, seuls 31 ont voté pour. 42 voix étaient nécessaires pour adopter le projet de nouvelle constitution. Et selon notre correspondant à Banjul, Amadou Bari, le point de discorde est une notion de rétroactivité. Ce soir à 21h15, retrouvez Awadjop dans Sénéwood et puis juste après, la Lanjai, 21h45 pour son émission Diatiar. Merci d'avoir suivi ce journal. Merci à toute l'équipe de la régie, la suite de la Total Bloc d'information avec Khalifa Diarate tout de suite.